Bonjour à tous. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour la première masterclass culture du semestre de printemps. Une masterclass intitulée « Le théâtre et c'est possible ». Au nom de l'École d'affaires publiques, je remercie très chaleureusement nos invités, Christian Rauque, Nathalie Pousset et... Christophe Rauque, mince. Nathalie Pousset et Anne-Marie Peigné. Je remercie également les étudiantes et étudiants organisateurs et modérateurs de cette masterclass et je vous souhaite à tous un excellent moment. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là et particulièrement merci à nos trois invités. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième masterclass culture cette année. Je vous propose de commencer par des courtes présentations de nos invités pour que vous soyez tous au courant de leur parcours, de leur activité, de leur fonction au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et puis après, on passera à la carte blanche avec toutes les questions. Donc, je vous propose de commencer par vous, Christophe Rauque. Donc, vous avez d'abord été apprenti sculpteur à l'école de la Villa Arson à Nice, puis comédien au Théâtre du Soleil au début des années 90. Vous fondez votre première compagnie en 1995 et commencez la mise en scène en 1996 avec le Cercle de Craie caucasien de Brecht. Et depuis, vous avez mis en scène de nombreux classiques, notamment Marivaux, Molière, Racine ou encore Shakespeare, un beau palmarès, et travaillé avec des auteurs vivants comme Rémi Devaux et Sarah Stritzberg. Parallèlement à ce travail de mise en scène, vous avez également dirigé plusieurs théâtres. D'abord le Théâtre du Peuple de Bussang de 2003 à 2006, avant de prendre la direction du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis en 2008, puis du Théâtre du Nord et de l'École du Nord en 2013. Et depuis 2020, vous êtes directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Vous y avez notamment mis en place la Belle Troupe, une formation gratuite au métier d'acteur inspiré de l'École du Nord. Le théâtre est actuellement au cœur de travaux de rénovation et s'achèveront en septembre 2025. Donc, son activité est un peu modifiée, avec notamment une installation dans l'ancien atelier de décor qu'on appelle le théâtre éphémère. Et à la réouverture du bâtiment historique, vous avez évoqué le projet de saison partagée et de carte blanche avec des artistes invités. Et c'est donc aujourd'hui, en tant que metteur en scène et en tant que directeur de cette institution, que vous nous faites le plaisir de se joindre à nous. Et nous essaierons de cerner durant cet échange ces deux pôles de votre activité. Et nous aurons l'occasion notamment de parler de dramaturgie, de choix scénographiques et esthétiques, peut-être même parfois politiques, avant d'envisager comment ces décisions s'articulent avec la gestion d'un théâtre en pleine évolution. Et pour ce deuxième volet, nous accueillons également les deux directrices adjointes du théâtre, donc Nathalie Pousset et Anne-Marie Peigné. Donc, Nathalie Pousset, vous êtes aujourd'hui directrice adjointe du Théâtre des Amandiers, donc un rôle que vous avez précédemment occupé au Théâtre du Nord et au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Et vous avez également été administratrice du Théâtre des Amandiers, du Théâtre de la Manufacture, du Théâtre national de Toulouse, des Francophonies en Limousin, ainsi que du Théâtre du Soleil. Quant à vous, Anne-Marie Peigné, vous êtes directrice adjointe déléguée au développement du Théâtre des Amandiers, après avoir été directrice des publics et développement au Théâtre du Nord, mais aussi précédemment secrétaire générale du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis et secrétaire générale du Festival d'Automne. Je laisse maintenant la parole à Juliette pour la première question et nous vous souhaitons de passer à tous un bon moment. Alors pour la première question, et avant de laisser la parole aux autres et aux étudiants pour la carte blanche, on aurait aimé vous interroger sur votre parcours, Christophe Rauque, puisque vous avez été sculpteur et d'abord comédien avant d'être metteur en scène. Et qu'est-ce qui vous a porté vers la mise en scène, justement, après ces pratiques artistiques, et est-ce que celles-ci vous influencent dans votre travail au quotidien ? Bonjour. J'ai pas été sculpteur, je voulais être sculpteur. Et donc j'ai fait une année, en fait. À l'époque, c'était pas les Beaux-Arts, la Villa Arson, c'était les Arts déco. Et
Et puis je pense que j'étais un peu jeune, j'étais très déçu et je suis parti. Et le théâtre est arrivé complètement par hasard. J'ai une amie du lycée que j'ai vue il n'y a pas très longtemps et qui m'avait rappelé qu'on avait été voir un spectacle en terminale. Mais moi, je m'en souvenais plus. Bref, toujours est-il que, surtout, c'est que j'étais à Nice, il fallait que je parte de Nice. Donc, je voulais venir à Paris, il fallait que ça bouge. Et puis, le théâtre, c'est venu complètement par hasard. Voilà, une idée un peu glissée par un copain. Voilà. Donc, je suis devenu... comment dire en fait, c'est pas si simple que ça. Donc ouais, je voulais surtout. C'est vrai que mon départ des Arts Déco, ça a été parce que moi, je voulais travailler le fer. Donc j'avais appris à souder, à forger, etc. Et puis à l'école, les profs de volume, notamment un prof de volume, n'était pas du tout favorable à ça. Et donc ça a été une grosse fâcherie, je suis parti. Bref, toujours est-il que je suis arrivé à Paris. J'ai commencé dans un premier cours de théâtre A. Je me rappelle, il y avait toute une liste. J'ai pris le premier A, elle s'appelait Ada Lonati. J'ai appelé, j'y suis allé. Et j'ai commencé à travailler. Il y avait des gens... c'était assez marrant, c'était un tout petit cours. C'était la mère d'un écrivain qui est devenu directeur du Seuil et qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jean-Marc Roberts. Voilà, donc, et puis c'était un petit cours où il y avait Stanislas Nordet il était très jeune, Marie-Armelle de Guy qui était une actrice qui joue encore aujourd'hui mais qui est passée aussi au Français. Et puis, à un moment, Christine Scott-Thomas qui était passée. Donc, c'était un tout petit cours, mais un peu comme ça, un peu étrange, avec cette personnalité très étrange, très, très singulière, très drôle. Mais en fait, il y avait quelque chose qui était très, très bizarre pour moi, c'est que il y avait beaucoup de mots anglais, on parlait beaucoup d'argent, de carrière, de tout ça. C'était des mots qui n'étaient pas du tout les miens, puisque venant des Arts Déco, où j'avais fait... première, seconde, première et terminale de dessin, en fait, dessin histoire de l'art. En fait, nous, c'était le rêve, quoi. On parlait de création, on parlait de parcours, on parlait jamais de carrière. Et donc, tous ces mots-là, à l'époque, m'avaient un peu surpris, et je me disais, mais c'est pas tellement mon milieu, jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'assister aux répétitions d'un grand metteur en scène italien qui est décédé depuis, qui s'appelait Giorgio Strehler, qui venait de prendre la tête du Théâtre de l'Europe, le Théâtre de l'Odéon. Et il montait l'illusion comique, ouais, merci, de Corneille. Et j'ai vu ces répétitions, parce que lui répétait vraiment avec les décors, les lumières, les costumes, c'est lui qui faisait ses lumières. Et c'était d'une beauté époustouflante, quoi. Et je me suis dit, en fait, souvent, on se dit qu'il faut avoir un choc esthétique quand on veut faire un métier artistique. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me rappelle, j'étais avec un copain, je lui touchais la main et je lui disais, c'est ce métier que je veux faire, c'est ce métier que je veux faire. La seule chose, c'est que c'est quand même très étrange la vie, parce que je regardais l'acteur, mais en fait, je n'avais d'yeux que pour et d'oreilles que pour le metteur en scène. Donc déjà, quelque part, il y avait un truc qui devait courir à l'intérieur de ma tête pour me dire que, ben voilà, il y avait une petite lumière qui s'allumait du côté du metteur en scène plus que du côté de l'acteur. Donc voilà, ensuite, je passe les détails et je vais jouer une création au Théâtre de la Huchette. Et puis je rencontre un copain qui faisait des auditions à la cartoucherie. C'était mon premier travail à la cartoucherie, juste à côté du théâtre d'Ariane Mnouchkine, du Théâtre du Soleil. Et c'est là que j'ai découvert le Théâtre du Soleil. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que mon chemin passe par ce théâtre et puis par cette metteuse en scène et cette troupe, quoi. Parce qu'il y avait tout, en fait, qui était là-dedans. Il y
il y avait l'esprit d'équipe, il y avait la dimension épique des histoires, il y avait la dimension politique aussi, puis il y avait une femme qui était pour moi comme ça c'était pour moi la plus grande metteuse en scène avec Peter Brook, quoi. Ça m'empêchait pas d'aimer, puisqu'on parle des Amandiers, d'aimer Patrice Chéreau ou Antoine Vitesse, mais en tout cas, c'était la cartoucherie, ça représentait quelque chose qui me semblait être tout à fait en accord avec ma propre histoire, quoi. Donc, au bout de quelques années, j'ai rencontré Ariane, j'ai fait un stage. Le premier stage que j'ai fait avec elle a commencé par dire dessine-moi un homme qui dort. Donc ça m'a parlé tout de suite. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'ai le vocabulaire, mais maintenant il faut que je trouve la grammaire, quoi. Et j'ai mis un petit moment à trouver la grammaire. Mais toujours est-il que le dernier jour du stage, parce que c'était assez compliqué, il y avait beaucoup de monde qui se présentait, donc il y avait, il y avait des prestages, des auditions, un prestage, enfin bref, il y avait toute une série de barrages comme ça. Et puis, elle cherchait des filles. Donc, et le dernier jour, je me rappelle, je fais une improvisation avec les masques et ça dure très très longtemps et ça marche très bien avec Ariane. Je viens voir un spectacle quelques mois plus tard et elle se souvient de mon prénom et de mon nom. Et elle refait un stage l'année d'après et là, elle me prend. Voilà. Elle me prend et l'aventure, elle dure de 91 à 95. Ça a été un moment assez important, c'est fondateur en fait. J'ai tout appris. Alors, peut-être que ça va vous paraître étrange, mais je pense que pour les métiers artistiques, c'est comme pour tout métier, il faut des outils. Sinon, ce ne sont pas des métiers. Sinon, c'est des emplois, ça ne marche pas, quoi. Et en France, on a ce truc où on pense que pour être un artiste ou travailler dans l'art, il faut la vocation, en fait, ou être doué. Ça, c'est le pire. Tu es doué, tu n'es pas doué. C'est l'injustice absolue, c'est totalement faux. Il ne faut jamais croire ça. Moi, je le dis souvent, je faisais du piano quand j'étais gamin. On disait que j'étais doué, ça n'a pas fait de moi un virtuose. J'ai vécu 7 ans de cauchemar avec cet instrument. Donc, en fait, la question du don, je savais que c'était quelque chose qui était trop flou et qui ne me parlait pas. Et ce que j'aimais bien avec Ariane, c'est qu'elle parlait d'outils, elle parlait du théâtre comme d'une chose qui était à la fois éminemment poétique et extrêmement concrète. Donc tout d'un coup, il y avait quelque chose qui me parlait et qui vraiment arrivait à me constituer, à me construire comme acteur, mais de manière très concrète, quoi. Bref. Et puis un jour, elle avait un super beau projet qui était de faire un Tartuffe avec des intermèdes masqués. Et c'était la première fois qu'elle travaillait avec ses acteurs avec les masques, depuis qu'elle avait créé à l'époque, dans les années 70, l'âge d'or avec Philippe Cobert, qui jouait Molière. Donc, de l'âge d'or et des masques, la redécouverte de cette forme théâtrale qui est le masque de comédien, est sortie après Molière, le film. Et là, elle retravaillait vraiment. Après, il y a eu les Shakespeare, mais il travaillait sur des masques orientaux, asiatiques plutôt. Et là, c'était vraiment la première fois qu'elle retravaillait avec ses comédiens. Donc, c'était complètement extrêmement puissant. Il y avait vraiment très riche. Et du coup, les masques venaient nourrir le projet du Tartuffe. Et puis, à un moment, il y a 2 spectacles qui arrivaient comme ça. Et comme le théâtre était en difficulté, avait des difficultés financières, Ariane a choisi le Tartuffe. Le problème, c'est qu'on était 30. Donc le Tartuffe, c'est 8 rôles. Elle a été très forte parce qu'elle a réussi à en distribuer une 20aine. Mais bon, il y a eu toute une partie des acteurs qui travaillaient que sur les masques
et qui se sont retrouvés comme ça, un peu à la couture, à la cuisine, dans les ateliers de fabrication et de construction de décors. Et puis, moi, j'étais pas d'accord, en fait. Alors, c'est très étrange, c'est-à-dire que j'arrivais pas... je trouvais qu'il y avait un truc qui... Je trouvais qu'Ariane, elle avait une lecture trop plate, enfin, des textes, et notamment le texte, sur la scène d'Elmire et de Tartuffe. Elle disait à l'époque à la comédienne Nirou, elle lui disait c'est la scène du viol. Et je lui disais non, en fait tu peux pas aller jouer la scène du viol. Si tu vas, on peut pas se dire je vais aller jouer, quand on est une comédienne, je vais jouer la scène du viol. Et je lui disais en fait tu es obligé de te dire que tu vas jouer la scène d'Elmire. Et tout d'un coup, je voyais qu'Ariane, en fait, elle était polluée aussi par une certaine vision qu'elle avait de ce texte, et notamment de cette scène. Et de fil en aiguille, comme ça, on est arrivé à ce que, tout d'un coup, j'arrivais plus à l'entendre. Alors, c'est très étrange, hein, quand on n'arrive plus à entendre quelqu'un, ça devient compliqué. Et on fait une répétition un vendredi qui se passe très très mal. Et vraiment, j'arrivais plus à entendre. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si il y en avait trop, quoi. Et ça passait plus. Et le lundi matin, quand j'arrive, j'étais en moto, donc déjà, j'ouvre la porte, je vois Ariane, et je ferme la porte, je pouvais plus la voir. Le vendredi, j'arrivais plus à l'entendre, et le lundi, j'arrivais plus à la voir. Et donc, je suis parti à ce moment-là. Ça a été très compliqué, le départ, parce que c'était quelqu'un, et c'est quelqu'un que j'aime toujours, mais à l'époque, il y avait vraiment quelque chose de très très fort, puisque ça faisait 5 ans pratiquement que j'y étais, et on était très complices. Et en partant, je me disais, bon, quand on part de la cartoucherie, on se retrouve vraiment, on revient dans la grande machine du petit monde du théâtre, quoi. Et je me disais, non, mais on va pas ça va être trop compliqué. Donc j'avais décidé, je m'étais dit, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Mais entre-temps, j'étais tellement en colère après elle, je trouvais ça tellement injuste, hein, qu'elle puisse comme ça couper, au moment où il y avait des acteurs qui allaient fleurir, couper comme ça les fleurs, que je ne sais pas pourquoi, je leur ai proposé de monter un texte. De monter un texte que je n'avais jamais lu, mais j'avais entendu... un acteur travaillé, qui était Philippe Avron, qui travaillait il avait créé un spectacle qui s'appelait Ma cour d'honneur, et il parlait de ce texte et de ce rôle qui est le juge Asdac dans le cercle de cris caucasien. Et une copine à un moment me dit, tu sais Christophe, en fait, ce serait bien que tu la lises, la pièce. Donc j'ai lu la pièce et je me suis dit, mais c'est dingue, la pièce, en fait, c'est exactement ce que nous sommes, quoi. Il y avait quelque chose, une adéquation entre le moment, la pièce et les gens. Donc on est parti dans un squat, on a répété ça comme ça, et puis on l'a joué dans un petit théâtre, un grand théâtre à Torcy. Des gens sont venus, on m'a demandé de le reprendre, on l'a repris dans le squat, et là Ariane est venue. Et je me rappellerai toujours, elle m'a dit, quand elle est venue, elle était très en colère après moi, elle m'a dit, je ne viens pas pour toi, je viens pour voir les autres. Et puis, à la première scène, elle s'est mise à rire, j'ai entendu son rire, et à la fin, elle m'a demandé si le spectacle tournait. En fait, non, le spectacle, on l'avait fait comme ça pour nous, quoi. Un peu comme une cure de désintoxication, quoi. C'était comme un énorme remède, quoi, un spectacle de consolation, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, elle me dit, Christophe, en fait, on va le prendre, et on va le prendre 6 semaines au Théâtre du Soleil. Et au Théâtre du Soleil, elle le prend 6 semaines. Et à la fin, le jour de la première, elle me présente à plein de monde. Et je me dis, je vais voir mes copains, et je leur dis, mais je crois que j'ai dû faire une mise en scène, non? Et alors mes copains étaient très surpris et m'avaient dit, bah, bien sûr. Et je ne le savais pas. Alors, il y a eu 2 choses. J'avais compris que pour diriger un acteur, il fallait passer par l'espace.
Mais en même temps, j'avais eu aussi des problèmes d'espace et j'avais rencontré Roberto Moscoso, qui était l'ancien scénographe d'Ariane des débuts, notamment sur 1789, 93, etc. Et la générosité de Roberto, ça a été que comme il était peintre, il m'a parlé comme un peintre, il ne m'a pas parlé comme un scénographe. Je pense qu'il m'aurait parlé comme un scénographe, j'aurais rien compris. Mais me parlant comme un peintre, comme ça, il y a eu cette porte qui s'est ouverte. Et puis là, après, j'ai fabriqué mes images, quoi. Et c'est venu tout seul. Je sais qu'on a eu une discussion, elle a voulu qu'on mange ensemble. Et puis elle m'a demandé comment ça s'était passé. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, en tout cas, c'était simple. Voilà, c'était ça le mot. Je lui ai dit, c'était simple. Et elle m'a dit, bah, Christophe, écoute, en fait, t'es metteur en scène, quoi. Et donc, c'est là que l'histoire est partie. Alors, quand on fait, c'était Jean-Pierre Vincent qui disait ça, il y a toujours le premier spectacle, c'est l'assiette propre sur une pile d'assiettes sales. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en même temps, quand il y a l'innocence dans le premier spectacle, c'est pour ça que je crois toujours au premier spectacle, qui sont des spectacles qui peuvent être fulgurants comme ça. Une fois qu'on les sort, après, il faut comprendre ce qu'on a fait. Et c'est là que commence le travail. C'est-à-dire, c'est là que commencent les errances, les peurs, les réussites, les petites ou grandes défaites et les petites ou grandes victoires. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont mises en place et que petit à petit sont arrivées les différentes aventures, que ce soit Busan ou les autres qui sont arrivés derrière. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc merci. On va passer à la carte blanche des élèves de l'EAP. Et donc notre premier thème, on va continuer sur votre rapport à la mise en scène. C'est quoi l'EAP ? L'école d'affaires publiques. Ah, ok. Et donc notre premier thème, on va continuer sur votre rapport à la mise en scène et vos choix esthétiques. Et donc d'abord, on aimerait commencer avec votre rapport au temps, justement, dans la création. Vous accordez beaucoup de temps à la création dans les répétitions. On a entendu dire que vous pouviez passer 8 semaines à créer un spectacle. Et donc voilà, est-ce qu'il y aurait un temps nécessaire pour trouver quelque part le rythme intérieur d'un spectacle, certaines clés du spectacle? Et une seconde question qui pourrait s'y ajouter, c'est est-ce qu'il y aurait un lien avec certains spectacles que vous avez accueillis justement aux Amandiers cette année, notamment le spectacle d'Olivier Py ou encore Extinction qui durait 5 heures. Donc voilà, votre rapport au temps dans la création. C'est marrant en fait que vous parliez de ça parce que je crois de plus en plus le théâtre, c'est une compression du temps. Et donc la relation entre l'espace et le temps est forcément toujours liée, quoi. Et moi, j'aime à dire que le théâtre, c'est un peu une vieille dame, quoi. Elle a toujours besoin de temps. Elle ne se fait pas au temps court. Et puis ensuite, les œuvres, pour qu'on puisse les... Enfin, je pense, mais après, ça regarde que moi. Mais je crois que, en tout cas, moi, il me faut du temps pour descendre. Pour qu'on arrive à ce que les acteurs puissent s'imprégner des différentes musiques des autres acteurs. Il faut qu'on arrive à un moment donné à ce que l'orchestre, il ait le même son, enfin, qu'il travaille sur la même note, qu'il soit accordé, en fait, et qu'à un moment donné, il ait le son de l'orchestre, quoi, tout le monde joue ensemble. Pour ça, il faut du temps. Il faut s'épuiser. Le temps, c'est aussi un des acteurs essentiels de la création. Au bout d'un moment, avec le temps, les choses, elles s'effondrent. Alors, c'est étrange parce que, par exemple, à Busan, je me souviens, c'était un mois et 1 semaine de répétition. Mais comme on était tout le temps sur le plateau, forcément, ça décuplait les choses. C'est-à-dire qu'on allait un petit peu plus vite, quoi. Au demeurant, je me rappelle que sur un des spectacles où c'était la vie de Galilée de Brecht,
le décor qu'avait fait un scénographe, le scénographe, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, on va attendre. C'était un grand truc. La question du temps, je l'ai apprise chez Ariane. Au Théâtre du Soleil, on peut répéter pendant 9 mois, pendant 1 an, les spectacles. C'est ça d'ailleurs qui est assez éprouvant. Mais parce qu'au bout d'un moment, en fait, le temps fait que c'est comme le temps sur les châteaux, quoi, ou les maisons. À un moment donné, il fait son travail, ça fait s'effondrer les choses qui sont inutiles ou superflues. Et petit à petit, le temps aussi sculpte l'œuvre. Donc ouais, je pense qu'il faut du temps. Et je me souviens, en l'occurrence, sur ce spectacle-là, je m'étais dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Le décor ne marchait pas et je me suis dit, on va attendre. Il y a quelque chose forcément qui va sortir. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a un truc qui est sorti. Ce n'était pas lié à ce qui se passait sur le plateau, c'est que c'était une des actrices qui regardait La Dolce Vita, le film, et à un moment en passant, je vois, dans le film, il y a une séquence où ils sont dans un espèce de château, et puis où il y a une fête très bourgeoise, et puis ils passent derrière, et c'est là qu'ils rentrent dans les termes, il y a dans la partie romaine de cette grande demeure. Et c'est que du plan séquence. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de faire tout le spectacle en plan séquence avec de la vidéo. Donc, et ça, il a fallu du temps. De la même manière que pour faire quand j'ai travaillé sur des montages, je lisais beaucoup, que ce soit sur le Nougaro ou le Camus. Et puis à un moment donné, j'arrivais pas à écrire comme ça la chose. Et je me suis dit, c'est que c'est trop prégnant, il faut attendre que ça se repose, quoi. Et au bout d'un moment, il y a le désir de le faire. Et à ce moment-là, ça vient tout seul. Donc la question du temps, elle est tout le temps présente. Après, encore une fois, il y avait un directeur de théâtre qui m'avait dit tu as besoin de combien de semaines de répétition pour ton spectacle? Et je lui dis j'ai besoin de 3 mois. Et il me dit mais tu es fou, il faut 3 semaines. Et je lui dis ben non, mon plaisir en fait, enfin c'est pas mon plaisir au fond, l'épreuve. L'épreuve, elle est dans la relation, elle est sur le plateau. C'est comme quand on monte, enfin, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine, quand on fait l'ascension de l'Everest, on se prépare, mais on se prépare pourquoi? Pour l'ascension, quoi. On ne prend pas une année de préparation pour monter le Puy de Dôme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, c'est ça qui est passionnant, qui est haletant. C'est comment, tout d'un coup, on va arriver ensemble, et pas moi tout seul, à faire corps et à trouver ensemble les directions qui vont nous permettre de raconter cette histoire. Je crois que vous êtes venu voir Dissection d'une chute de neige. Enfin, je ne sais pas, mais je disais un jour à Marie-Sophie... parce qu'on a eu un moment, un petit heurt, et elle me disait, mais je le fais ton spectacle. Et je lui disais, mais en fait, c'est pas mon spectacle. Il y a des choses que tu as trouvées, toi, qui m'ont surpris, qui m'ont surprise, et alors que moi, j'allais complètement ailleurs, quoi. Donc, en fait, c'est cette construction à plusieurs, c'est cette communion qu'on a ensemble qui fabrique cette espèce d'immense joie, qui est, enfin joie, j'entends pas forcément que de plaisir, hein, de fabriquer quelque chose dans un autre temps, hors du temps, hors de notre temps à nous, mais de fabriquer un autre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est dans une autre... ce qu'il y a de fascinant dans le théâtre, c'est cette autre temporalité que l'on construit. Et puis on la construit et ça devient... ça devient solide, quoi. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, le temps se compresse et on voit bien que
lorsque les acteurs, à un moment, sont aux bons endroits, c'est comme un moule, quoi. Et donc là, tout d'un coup, on peut, la matière, elle peut s'écouler et une fois qu'on ouvre le moule, ça devient l'œuvre, quoi. Et la statue, l'œuvre est unique. Et moi, j'ai toujours cette sensation que le temps est solide quand on travaille sur un spectacle. Mais il est solide parce qu'au bout d'un moment, on est tous on travaille tous la même temporalité, qui n'est pas celle dans laquelle on est là maintenant, mais qui en est une autre. Et quand ça ne marche pas, c'est lorsque on est dans des temporalités différentes et qu'on a du mal à fabriquer la même, quoi. Donc oui, le temps est essentiel au théâtre. Et même plus que ça, c'est par le temps, en fait, qu'on peut travailler sur la profondeur de l'espace. Moi, je me suis amusé avec les jeunes gens, les jeunes acteurs, parce que quand on parle d'espace, en fait, on parle d'action, forcément. Et en parlant d'espace aux jeunes gens, c'est-à-dire qu'un bon acteur, dans un mauvais espace, ça donne un acteur moyen. Un mauvais acteur dans un bon espace, ça donne le change. D'accord ? Et puis à un moment, je me suis amusé avec eux à me dire, mais l'espace et le temps, c'est la même chose. Donc en fait, on va changer le mot, on va travailler sur le temps. Et je me suis rendu compte que l'action qu'ils proposaient, les actions qu'ils proposaient étaient plus profondes, moins actives, mais tout aussi tendues, quoi, tout aussi tenues. Donc je trouvais ça marrant de travailler sur des mots différents, mais pour arriver à la même chose, mais quelque part avec une profondeur plus forte, quoi, et un élargissement de l'acteur. Parce qu'au fond, c'est ça le théâtre. C'est que ça nous élargit, parce que les textes sont plus grands que nous, parce que les personnages et les enjeux sont plus grands que nous. On voulait aussi vous interroger par rapport à vos choix scénographiques. En voyant Richard II et Dissection d'une chute de neige, on a été particulièrement marqué par deux choses. Premièrement, un usage du numérique, de projection vidéo, de néon, mais aussi d'effets de clair-obscur, à l'origine d'impressions très fortes. Et deuxièmement, une utilisation mobile et mouvante de la scène. Pour Richard II, ce sont deux grands escaliers en bois, et pour Dissection d'une chute de neige, c'est une grande cage en verre remplie de plumes blanches. Ce qui me mène à deux questions. D'abord, est-ce que vous diriez que mettre en scène, c'est créer des images ? Et la deuxième, comment innover, comment on innove en scénographie ? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Sur Dissection, Alain Lagarde, lui, me proposait beaucoup de scènes situationnées, quoi. Il y avait... Et moi, j'avais été très impressionné, parce que dans la pièce, il y a beaucoup de didascalies. Et les didascalies sont très, très belles. Et elles amènent un côté romanesque. Et c'était cette dimension romanesque que j'aimais, en plus du fait qu'il y avait une femme qui parlait du pouvoir. Ça, c'était important. C'est-à-dire que je cherchais un rôle pour une comédienne, mais un grand rôle. Et donc, quand je suis tombé sur le texte, j'ai vu d'abord ça. Un personnage absolument dément, incroyable, dans une dramaturgie très étrange. D'ailleurs, c'est pour ça que la pièce, elle a tourné beaucoup dans les théâtres, mais elle a été beaucoup questionnée sur la question de la dramaturgie. Et donc, étant pris par cette dimension romanesque, je trouvais ça... En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dissection, c'est que des duos. C'est juste des duos, en fait. Ça va pas... on n'est pas sur des grandes scènes, quoi. Et
Et donc, ce que proposait Alain, je trouvais ça très très beau, mais après, je rentrais chez moi et je me disais, ça ne me parle pas trop. Et puis, je lui ai proposé, je lui ai montré l'image d'un plasticien, suisse, qui met des grands écrans LED rectangulaires dans la neige la nuit. Et donc, c'est très très lumineux, et puis ça a des zones ça crée différentes nuances de noir et de gris. Et donc, quand je lui ai montré ça, il m'a proposé cette boîte. Lui pensait que j'allais refuser parce qu'il trouvait que c'était le projet le plus difficile de tous ceux qui m'avaient présenté, alors que moi, tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant parce qu'il me laissait la place à imaginer et à travailler. En fait, si vous voulez, c'est un metteur en scène, c'est pas comme... j'ai toujours ce truc-là des maisons de poupées, vous savez, quand... ma cousine, elle en avait une, et puis après, on met les figurines à l'intérieur. Et en fait, c'est pas ça pour moi, la mise en scène. La mise en scène, c'est justement de fabriquer la maison, quoi. Donc, si le scénographe fait trop, en fait, le metteur en scène, il vient juste placer les acteurs. Il faut qu'il soit juste derrière et qui nous permettent d'être le vase, quoi. Enfin, il faut qu'il soit le vase pour qu'on puisse mettre les fleurs. Et nous, on va travailler sur le bouquet. Mais c'est jamais le vase qu'on regarde, c'est le bouquet. Et donc, une belle mise en scène, c'est ça. Hein. C'est lorsque tout d'un coup, on regarde le bouquet, on est pris par l'image du bouquet, mais on en oublie le vase. Mais au demeurant, s'il n'y a pas le vase, il ne peut pas y avoir le bouquet, vous voyez. Donc, on est parti là-dessus. Et après, je ne sais jamais trop bien comment je fais les mises en scène. C'est pour ça que j'ai besoin de voir les spectacles tous les soirs, parce que le théâtre, il ne donne jamais de réponse, mais il fait se poser des questions. Et au bout d'un moment, à force de revoir la question qui se pose, à un moment, la question, elle disparaît, quoi. Je ne sais pas si elle donne des réponses, mais elle doit en donner quelque part. Parce qu'au bout d'un moment, ça part, quoi. Et j'arrive à passer à autre chose. Mais moi, je dis souvent que c'est un peu comme ces êtres un peu surnaturels. Moi, j'ai l'impression de me couper le bras quand je fais une mise en scène, mais après, il faut le temps qui repousse. Et moi, j'arrive pas... S'il repousse pas, j'arrive pas à penser à autre chose, quoi. Donc, voilà, pour Dissection, c'était ça, c'était cette boîte. Après, Alain a eu cette idée géniale de mettre les plumes. Et puis Olivier Oudiou a commencé à travailler sur la lumière à l'intérieur. Et surtout, moi, je voulais de la couleur, voilà, et du noir et blanc. Et puis c'est pareil pour Richard II, c'était tellement compliqué qu'il fallait que ce soit simple. Et j'aime pas trop quand les costumes, par exemple, ils conversent, vous voyez. Quand tout d'un coup, le costume, il devient... J'aime bien quand le costume, il est simple. Parce qu'on ne s'attarde pas à essayer de comprendre ce que ça veut dire avec plein de fioritures. Il faut que ce soit simple pour que tout d'un coup, le texte et les enjeux des scènes viennent nous toucher. Donc, voilà, je dirais que sur Richard II, en fait, au départ, c'est venu de l'idée moi, je voulais qu'il fasse la Chambre des communes. Mais on n'avait pas assez de sous pour faire ça, donc je lui ai dit, écoute, à un moment, fais-moi 2 gradins. Et c'est pour ça qu'il y avait la toile de la Chambre des communes. Après, sur ce travail-là, c'était vraiment... Richard II, c'est 5 actes, mais moi, je ne voyais pas 5 actes, je voyais 4 mouvements. Donc, et je voulais que chaque mouvement soit d'une théâtralité différente. Donc, il y avait le premier mouvement qui était avec le tulle. Le deuxième, c'était la toile qui bouge avec la vidéo. Le troisième, c'était les gradins. Et le quatrième, c'était la vidéo. Voilà. Donc c'était
Ça paraissait assez simple, mais c'était pas mal de boulot. Ouais. Je ne sais plus quelle était la question. J'ai répondu à la question ou pas? Hein? C'est nous. Ah ouais. Ouais. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour. Moi, je souhaitais vous interroger sur vos choix récents de programmation aux Amandiers. Donc, en effet, vous avez fait le choix de reprendre 2 de vos précédentes créations cette saison et de les faire se suivre dans la programmation. Elles mènent toutes 2 une réflexion sur l'exercice du pouvoir, avec 2 personnages qui sont placés en miroir. On a la reine Christine de Suède dans Dissection d'une chute de neige et Richard II dans la pièce éponyme. Et je voulais vous demander pourquoi avoir fait ce choix. Et je voulais vous demander aussi quelles questions ces pièces soulèvent par rapport à l'exercice du pouvoir aujourd'hui. Alors, on a parlé du temps, mais on n'a pas parlé du hasard. Et autant le temps est important, mais le hasard aussi est une donnée importante. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent, hein, mais en même temps, il y a quelque chose il y a quelque part quelque chose qui le contrôle. Je ne saurais pas vous dire quoi. Mais je sais que cette chose-là, elle existe. Il y en a qui appellent ça les dieux du théâtre, d'autres comme moi qui préfèrent appeler ça le hasard. Mais effectivement, la reprise de Richard II et de Dissection, elle s'est faite, enfin, dans mon souvenir, hein, tu me couperas Nathalie si je me trompe, mais c'était les 2 endroits qui restaient pour pouvoir les placer. Et tu vois, c'est très drôle parce que c'est pas moi qui ai voulu monter Richard II, c'est Michel Escaut qui me l'a demandé. Je lui avais dit, on avait fait un spectacle et je lui avais dit si un jour tu as envie de jouer un rôle, tu me le dis. Et donc il m'a appelé pour me dire j'aimerais bien jouer Richard II, donc on l'a fait. Donc si tu veux, encore une fois, c'est un hasard, tu vois. Pas Dissection. Dissection d'une chute de neige, non. Ça, je l'ai vraiment choisi et je savais pourquoi je le faisais. Après, sur la question du pouvoir, elle est toujours présente chez moi. Je ne pourrais pas te dire... Alors, quelquefois, elle est très prégnante, comme là. Quelquefois, elle est plus... elle est moins... Enfin, on la voit moins, mais elle est toujours là. En tout cas, moi, je l'ai toujours en moi. J'aime pas quand on me dit non, quoi. Ou comme là, j'aime pas quand on me refuse l'entrée de Sciences Po avec 2 mecs. J'ai l'impression de revenir à 18 ans quand j'allais en boîte, quoi. Je supporte pas, j'ai jamais aimé, quoi. Donc en fait, oui, j'ai un problème avec ça. Je pense que si j'avais pas ce problème-là, je ferais pas du théâtre. Donc forcément, ça arrive, ça vient. Forcément. Ensuite, par exemple, tu vois, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les 2 la costumière de Richard n'est pas la même que la costumière de Dissection. Et pourtant, dans les 2, à la fin, ils sont avec des tuniques blanches. Et ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu avant de reprendre Dissection. Je ne sais pas très bien en fait répondre à ces questions. Ce que je sais, c'est que c'est toujours des sensations que j'ai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il faut vraiment que je voie le spectacle plusieurs fois pour comprendre ce que je fais. Je ne veux pas dire que je le fais de manière comme ça, au hasard, pas du tout, mais il y a quelque chose qui... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en avant, qui sont de l'ordre de la sensation plus que de la réflexion. C'est-à-dire, à un moment, pour voir juste, il faut que j'entende juste. Et pour que j'entende juste, il faut que tout d'un coup, ce que je vois soit musical, quoi.
il faut qu'il y ait une musique dans le tableau pour que ça soit juste. Et à partir de ce moment-là, moi, j'arrive à y trouver du sens et j'arrive à m'exprimer. Mais je ne sais pas vraiment ce que j'exprime. Ce que je sais, c'est que quand je mets en scène, il y a toujours une petite voix. Et quand elle n'est pas là, il faut attendre qu'elle revienne. Mais toujours, je pense que... Et donc, je fais toujours confiance à cette petite voix, quoi. C'est comme quand on joue. Hein. Mais en fait, c'est comme... Je ne sais pas si ça vous est arrivé. La première fois que ça m'était arrivé, c'était en voyage. Quand on voyage, tout d'un coup, quelquefois, on est dans des situations un peu limites ou extrêmes. Hein, et il y a ce qu'on appelle l'instinct qui nous pousse. Et donc, il faut suivre cette voie-là. Et c'est ça qui nous fait sortir, qui nous fait nous en sortir, quoi. J'ai un peu la même sensation, moi, quand je mets en scène. Il faut que cette voix, elle soit présente. Et pour que cette voix existe, il faut vraiment avoir bien préparé, quoi. Il faut vraiment que le voyage, on parte avec les bonnes choses pour pouvoir petit à petit garder l'essentiel et se débarrasser du superflu dans le voyage. Mais effectivement, après, je me disais, tiens, c'est vraiment les deux faces de la même pièce, quoi, Richard II et Dissection. Quand j'ai monté Richard II, on me disait, c'est quand même une histoire de mec. Quand j'ai monté Dissection, on ne m'a jamais dit, c'est une histoire de nana. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que quand les gens ont su que je reprenais Dissection, on m'a plus dit, c'est une histoire de mec, quand on venait voir Richard. Donc c'est drôle comme tout d'un coup, les pièces, les spectacles peuvent trouver un écho ensemble, plus que tout seul. Donc je trouvais ça assez cool. Ouais. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va aborder une thématique un peu différente, celle de la dimension politique et sociale du théâtre comme art collectif. Puis il y aura une troisième thématique plus sur l'inscription dans le territoire du Théâtre des Amandiers et sur l'inclusion des publics. Donc du coup, ma question va servir de transition. Dans un podcast enregistré sur France Culture en 2022, vous retraciez votre parcours de metteur en scène et vous ajoutez que les lieux dans lesquels vous avez travaillé, donc au Théâtre Gérard Philipe, au Théâtre du Peuple, au Théâtre du Nord, donnent du sens à chaque fois à ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous associez un mot à chaque expérience que vous avez vécue dans leurs murs. Et je voulais savoir quel sens le Théâtre des Amandiers donnait. J'associe quoi Un mot à chaque fois, à chaque expérience que vous aviez vécue. Oui. Mais donc, du coup, je devais être très inspiré. Ouais. Et donc, ma question portait sur le sens que le Théâtre des Amandiers donnait à vos projets depuis votre arrivée à sa direction. C'est une grande question. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit hier à quelqu'un. En fait, à Lille, j'étais c'était un drôle de moment. Je trouvais à Lille, j'aimais bien les spectacles que je faisais, mais je trouvais que vraiment la réussite de Lille, c'était l'école. L'école du Nord, qui s'appelait l'EPSAD avant, c'est pas très poétique. Et je crois que j'étais très très inspiré par cette école, par ces jeunes gens, par la jeunesse aussi. Et je trouve qu'on a on a sorti 2 très belles promotions avec ce changement de nom qui est super beau et qui tient encore aujourd'hui. Après, sur les spectacles, je m'étais rendu compte à un moment que j'avais l'impression de refaire toujours la même chose. Et ça ne m'intéressait pas trop. Et à un moment, je me suis un peu même posé la question de savoir si j'avais envie de continuer, quoi. Et puis, je suis tombé sur cette autrice, Sarah Strisberg, parce que aussi je cherchais un texte pour une comédienne.
On n'en a pas assez parlé, mais c'est vrai que les acteurs et les actrices sont super importantes pour moi. Les distributions sont vraiment super importantes. C'est vraiment la distribution qui va faire... quand on a une grande distribution, ou quand on arrive à ce que la distribution soit grande et belle, tout d'un coup, on peut aller très très loin, quoi. Et c'est très inspirant. Les grands acteurs sont très inspirants. Et les grandes actrices. En l'occurrence, là, c'était des grandes actrices. Et donc, en cherchant comme ça pour une actrice un rôle, je suis tombé sur l'histoire de Valérie Solanas qui a écrit Sarah Stridsberg. Et en fait, j'ai adapté son roman La faculté des rêves. Et là, j'ai vraiment rencontré quelque chose d'assez... c'était assez dur, assez complexe. Il fallait être à la hauteur de l'enjeu esthétique aussi, puisque ça parlait d'Andy Warhol. Donc, puis on n'avait pas des moyens à l'infini, quand même. Donc, il fallait faire ça avec des moyens normaux. Et ça a été une super belle aventure. Et ça a continué. Et cette autrice elle a ouvert une porte. Et à partir de ce moment-là, quand il y a eu l'occasion, quand cette occasion s'est présentée de Nanterre, là, tout d'un coup, je sentais qu'il y avait de quoi déployer mon geste, quoi, et que j'en avais pas fini avec la mise en scène et que j'en avais pas fini avec le théâtre. Parce que moi, je pense qu'on peut en avoir fini à un moment donné. Qu'à un moment, on peut en avoir marre de jouer ou qu'à un moment, on peut en avoir marre de mettre en scène, quoi. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, c'est quand même assez compliqué. Et en découvrant cette autrice, non, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi... il y avait un horizon qui s'ouvrait, il y avait encore tout un paysage et un pays et des pays à découvrir. Et pour moi, les Amandiers, c'était logique. En tout cas, ça apparaissait comme quelque chose de logique. On verra bien ce que ça va donner, mais on a toujours peur des fantômes. Mais en fait, là, j'en avais plus peur. Puis à la limite, je trouvais que ces fantômes même m'appelaient, quoi. Sans aucune prétention, au demeurant. Mais bon, la question de la légitimité, elle est toujours présente, quoi. Est-ce qu'on est légitime à proposer à 400 personnes par jour quelque chose? J'en sais rien, en fait. Je pense que je pense que c'était ça la question du Cercle de Craie caucasien. C'est que si moi je m'étais mis en tête de mettre en scène, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais eu trop peur. Les mots, il faut les retourner. Ou alors il faut les cacher. Et la grande réussite... Et après, une fois que j'avais réussi ça, j'étais obligé. Ça m'a obligé. Le Cercle de Craie m'a obligé à devenir metteur en scène, vous voyez. Mais ce n'est pas le Cercle de Craie qui a fait de moi un metteur en scène. Mais par contre, c'est lui qui m'a... C'est ce spectacle qui m'a obligé à le devenir. Ça, c'est clair, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que je me souviens que je ne pensais pas que c'était... dans ma tête, c'était même pas un métier. C'était des gens. Et je pense que la mise en scène, pour moi, c'est vraiment comme un agrégat de métiers. Je ne saurais pas créer une école de mise en scène, par exemple. Par contre, j'ai été capable de créer une classe d'auteurs. Travailler sur le jeu avec des jeunes acteurs, ça oui, je sais le faire. Et je sais à quoi ça sert et par où ça passe. Mais tout ça pour dire que, en fait, la question de la légitimité, si elle n'est pas accompagnée par... et si on n'est pas accompagné par d'autres, la légitimité, elle nous écrase. Donc il faut qu'on soit... C'est pour ça que la dimension collective du théâtre, elle est importante, parce que petit à petit, cette question, elle s'efface, et elle disparaît, et je dis pas qu'il faut plus qu'elle n'existe, mais il faut toujours se poser la question du choix qu'on fait, évidemment.
des spectacles que l'on propose et de la qualité des spectacles. Parce qu'effectivement, on présente ça à des gens, parce que c'est de l'argent public et parce qu'on a la chance, on nous donne la possibilité de le faire. Donc cette question-là, elle est importante. Mais toujours est-il que, en même temps, à un moment donné, il faut quand même se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer et prétendre à proposer quelque chose d'innovant. C'était toi, je crois, tout à l'heure, qui posait la question de comment on repense comment on trouve, on est innovant dans les scénographies. En fait, c'est les textes qui nous poussent à être, qui nous envoient plus loin. C'est les personnages, c'est les enjeux, c'est toutes les questions que le texte pose et qu'il nous pose et les situations dans lesquelles il nous met qui nous poussent à aller voir ailleurs, quoi, à sortir de la maison et à expérimenter dans la forêt, quoi, où il y a le loup, quoi. Mais toujours est-il que, voilà, c'est vrai que je pense que ce qui était bien dans mon parcours, c'est que ça a commencé avec le Théâtre du Peuple. Et puis le TGP, qui n'était pas simple non plus, mais qui était un plus petit lieu. Et puis pour arriver aux Amandiers, qui est vraiment un lieu qui est pour moi, si ce n'est le plus beau lieu de France, parce que les salles sont magnifiques, en tout cas c'est le lieu le plus intéressant d'Île-de-France au niveau de ses salles et de son bâtiment, quoi. Ouais. Alors, tu m'as posé la question de la programmation aussi, non ? Non. Ah bon. Hein ? C'était Nanterre, les Amandiers. Ah, c'était Nanterre, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon. Bonjour, du coup cette question elle est pour tous les trois. Donc ça fait plusieurs années que tous les trois vous travaillez ensemble. On a l'impression que vous êtes une équipe fidèle qui se déplace de théâtre en théâtre. Christophe Roch également, vous parlez de la programmation comme une invitation. Et dans plusieurs interviews, vous avez dit que le théâtre était le dernier art collectif. Est-ce que selon vous, le théâtre est quelque chose qui peut se faire qu'en groupe ? Alors, bonjour. Question du collectif. Moi, je crois que, pour moi, tu parlais de rencontres ou de hasard ou des choses comme ça. Tout mon parcours a été jalonné de rencontres et qu'en fait, tout modestement, les réussites ou en tout cas les choses dont j'étais fière, c'est passé par le collectif, en fait. Et je pense qu'un parcours seul, moi, je ne sais pas faire, en tout cas. Donc théâtre, mais en général, les autres parcours, parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours, moi, aussi dans le privé, à la FNAC, entre autres, sur l'action culturelle, etc., et la direction du livre, donc c'était un peu, évidemment, différent, mais c'est vrai que c'est ce qui me motive à me lever le matin, à me dire que il y a encore un espoir à ne pas être dans une société trop individualiste. Et un tant soit peu, évidemment, le théâtre, Christophe parlait je ne sais pas si un moment de cérémonie, mais en tout cas de l'idée de réunir dans une salle, un peu comme aujourd'hui. Mais on met le noir souvent dans la salle. Et c'est vrai qu'à un moment, les gens sont dans un espace-temps différent de ce qu'ils ont à la maison ou ce qu'ils vont retrouver après le travail. Et donc, c'est quelque chose qui se partage collectivement, en tout cas. Nathalie. Pardon, bonjour. Oui, moi, en tout cas, je le constate parce que c'est quelque chose qui a traversé toute ma vie professionnelle, en tout cas. J'ai toujours travaillé en fait avec d'autres, et c'est pour ça que je suis allée vers le théâtre aussi, pour pas être seule, et parce que aussi, bien sûr, le théâtre est un art collectif de façon absolument évidente, puisque rien ne se fait seul au théâtre, c'est impossible, ça n'existe pas.
Et puis, on est tellement plus intelligent quand on est plusieurs, quoi. C'est évident. Enfin, toute seule, je vaux rien. Enfin, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour fournir, pour produire, pour inventer, pour imaginer. Autrement, pas très intéressant, quoi. Ben moi, je pense que les autres sont très inspirants, toujours. Et puis, dans un théâtre, l'équipe, elle est essentielle, quoi. C'est ça, on se doit d'être... Parce que quand on dirige un centre dramatique, quand on est le metteur en scène, on représente ce théâtre, on l'incarne. Donc, quelque part, là, il y a une partie de l'équipe qui est là, mais... donc ça raconte aussi quelque chose. Il faut qu'on soit à la hauteur de tout ça. Donc, ça nous porte. Et puis, après, il y a des choses assez... encore une fois, un spectacle n'a pas de sens s'il n'y a pas le spectateur. Donc, on le fait ensemble. Et quand vous arrivez et que vous voyez un spectacle, en fait, vous venez pas simplement voir un spectacle, vous devenez les acteurs du spectacle. Vous ne le savez pas, mais nous, on le sait. C'est pour ça que généralement, quand on fait les générales, on a besoin de faire les générales, parce que tout d'un coup, c'est la première appréhension, c'est comme la chambre à coucher, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le public vient rencontrer le spectacle. Et donc, il vient aussi le transformer. Une salle froide, le spectacle sera différent qu'une salle avec. Et ça, au bout d'un moment, les acteurs doivent le ressentir. Et le metteur en scène, il doit faire attention et gérer vraiment, recoller les morceaux ou ajuster le spectacle en fonction des spectateurs. C'est l'acteur qui est un des acteurs essentiels de la représentation et du théâtre. Donc en fait, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas là, on peut pas. On a du mal à s'épaissir. On s'épaissit ensemble, en fait. Et c'est pour ça que c'est un art collectif. Et puis après, il y a des choses assez marrantes quand on a créé Dissection, on l'a créé à Lille. Moi, j'adorais les techniciens de Lille. Au-delà du fait que c'était des très grands, ce sont toujours de grands techniciens, c'était des musiciens. Et on avait en commun Nick Cave ou Nine Inch Nails. Et c'est pour ça qu'il y a Nine Inch Nails et il y a Nick Cave dans le spectacle. Et il y en avait quelques-uns qui étaient des hardeux, et c'est pour ça qu'il y a God Save the Queen, mais chanté par Motorhead. Donc tout ça, c'est des petits clins d'œil, vous ne le savez pas, mais c'est en lien aussi avec une équipe qui est complètement habitée par la création, et puis par ces petits moments, ces petits lieux de rendez-vous qui existent après tout au long de la vie du spectacle, qui fait que tout d'un coup, il y a une part d'eux aussi là-dedans. Au-delà du fait que ils font se déplacer le décor et qui contribuent à faire en sorte que la lumière soit ce qu'elle est, quoi. Donc ouais, c'est... Et j'aimais bien cette phrase de Chéreau qui disait que, en fait, lui, il était juste le bout de la flèche, quoi. Mais sans le reste, il n'était pas grand-chose. Et c'est assez vrai, ouais. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour. Alors, moi, je voulais vous demander comment est-ce que concrètement on dirigeait un théâtre? Quels défis vous identifiez dans la direction d'un théâtre et comment vous avez trouvé, s'il y en a un équilibre entre la direction administrative et la direction artistique? Voilà, merci. Alors, déjà, la première chose,
comme moi j'ai toujours travaillé comme comédien avec des metteurs en scène qui avaient des théâtres, pour moi c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était d'être en compagnie. Je voyais pas. C'est comme un boulanger qui a son four, hein, mais qui trimballe derrière sa voiture, quoi. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que c'est ce que je disais, quoi. C'est que travailler avec une équipe, c'est tout le sens du théâtre pour moi. Donc, et puis ouvrir son projet, faire en sorte que tout d'un coup on arrive à faire, à donner un peu, comment je pourrais dire, à faire ressentir, enfin, à faire sortir son projet des quatre murs du plateau, quoi. Et ça me semblait important parce que au fond, il y a des choses que l'on trouve, que l'on découvre, et on s'aperçoit que si on les intègre, si elles nous grandissent, je ne vois pas pourquoi elles ne grandiraient pas d'autres personnes. Et donc c'est cette chose-là aussi que je trouve qui est beau dans un centre dramatique, c'est de pouvoir s'inscrire sur un territoire, d'en faire profiter ce territoire, et puis d'être aussi habité par ce territoire, parce que il faut arriver à être en adéquation. Il y a une résonance comme ça. Quelquefois, elle est même assez complexe. Elle peut être même presque contradictoire. Je me souviens quand, au TGP à Saint-Denis, j'ai eu l'occasion de monter l'opéra, le couronnement de Popée, de Monteverdi. C'était Nathalie qui m'avait dit il faut le faire à Saint-Denis. Et je m'étais dit, non, mais c'est pas possible, ça va être vécu comme une provocation, enfin, pour vous dire à quel point on s'autocensure. Et en fait, pas du tout. Le spectacle a super bien marché. Il y a eu pratiquement, c'est ce qui a permis de calmer la relation entre le théâtre et la ville. Et tout d'un coup, c'était plus un théâtre, c'est devenu un opéra pour les gens de la ville. Et donc, on voyait plein de gens arriver, des jeunes gens, et qui étaient complètement pris par ça, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'occasion d'aller à l'opéra. Tout d'un coup, il y avait un opéra qui était là, qui devenait accessible, puisqu'il était à 8 € pour les jeunes, et il était à 80, je crois, à l'Opéra Royal. Et pour autant, en fait, au départ, moi, je m'étais dit, mais non, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, alors que c'est l'inverse qui s'est passé. Donc voilà, le territoire nous renvoie aussi à des questionnements qui sont plus complexes que celles qu'on pourrait avoir, quoi. Alors, de toute façon, en fait, ce qu'on vit, c'est toujours plus complexe que ce qu'on veut bien nous dire, quoi. Et ouais, non, c'est des super belles expériences. Le fait de diriger un théâtre. Puis encore une fois, je ne le dirige pas tout seul. Tu vois, ils sont là. Et moi aussi, des fois, j'ai besoin... des fois, je ne viens pas, quoi, hein, parce que j'ai besoin d'être sur mes projets et de travailler sur mes projets, quoi, pour avancer. Mais je sais que je suis bien entouré. On peut parler d'organisation, peut-être. On peut parler un peu d'organisation de l'équipe d'un centre dramatique, peut-être. Vas-y. Oui, donc en fait, au-delà de ce que nous sommes, c'est-à-dire la direction, enfin, en tout cas, Christophe est directeur et nous sommes ses adjointes, il y a bien sûr une équipe qui est composée d'environ 57 personnes permanentes. Je ne compte pas, évidemment... ce ne sont pas des artistes, hein, puisqu'on ajoute évidemment les artistes qui sont sur les productions et également qui participent et qui mènent les nombreux ateliers de pratique artistique et tout ce qui se passe sur le territoire. Et c'est très développé pour nous, en tout cas. Je ne compte pas non plus les techniciens intermittents, puisque par définition, ils ne sont pas permanents, mais ils sont absolument indispensables à la marche du théâtre, aux créations, aux tournées, aux accueils de spectacles que nous ne produisons pas, donc à tout ce qui constitue les saisons. Donc si on compte tout le monde, on est plutôt une bonne centaine, en fait. En tout cas, je crois qu'il y a
entre 100 et 150 fiches de paye qui sont émises par mois. Donc ça vous donne un peu une idée du volume que ça représente. Donc là, à l'intérieur de l'équipe permanente, donc j'ai parlé de la direction, il y a ensuite des pôles qui sont le pôle administration-production. Donc à l'intérieur, il y a un administrateur général qui dirige ce pôle. Et il y a donc lui-même gère tout ce qui est économique, financier, budgétaire, rapport aux tutelles. Les tutelles, ce sont nos partenaires institutionnels. Hein, donc en l'occurrence, pour le Théâtre des Amandiers, c'est l'État en priorité, puisqu'ils sont très majoritaires dans le financement du théâtre. Donc quand je dis l'État, c'est le ministère de la Culture. Et à l'intérieur du ministère de la Culture, c'est la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Ensuite, en deuxième position, il y a la ville de Nanterre. Et en troisième position, le département des Hauts-de-Seine. Donc ça, ce sont nos 3 partenaires qui financent à 80% la marche du théâtre. Et les 20% restants étant ce qu'on appelle les recettes propres. Les recettes propres, c'est la billetterie, ce sont les autres ressources. C'est-à-dire ça peut être des ressources sur des opérations particulières qui ne sont pas financées d'une façon pérenne, mais pour lesquelles on va chercher des financements, par exemple. Il y a du financement de l'ordre privé, puisque nous avons monté un fonds de dotation depuis 2 ans maintenant, et qui nous permet d'aller chercher de l'argent du côté des fondations, des entreprises, du monde du privé. Et puis, bien sûr, il y a les tournées de nos propres productions, quand nous diffusons nos spectacles en dehors du théâtre. Voilà, ce sont à peu près les grandes sources de revenus pour ce qui concerne les recettes propres, qui ne sont pas des subventions permanentes. Et pour revenir à l'équipe, donc voilà, ça j'ai fait une petite diversion sur l'équipe administrative. Donc il y a dans l'équipe administrative également, bien sûr, la direction de la production, donc qui permet de suivre, de mettre en place toutes les activités du théâtre, activités artistiques, hein, je pense. Donc les créations que met en scène Christophe, mais aussi les créations que mettent en scène d'autres metteurs en scène, mais aussi tout ce qui concerne le travail de préparation, d'organisation, de gestion de l'activité, c'est-à-dire les spectacles que nous recevons, qui ne sont pas nos productions, puisque quand même, sur une saison où il y a entre 15 et 20 spectacles différents, il y a réellement 2 ou 3 productions qui sont à 100% initiées, gérées, diffusées par le Théâtre des Amandiers. Les autres titres de la saison sont constitués par des spectacles que nous achetons finalement. Hein. Ce sont des spectacles qui sont accueillis, donc achetés. Mais ça génère du travail pour cette équipe de production qui s'occupe de la contractualisation, de la préparation, de tout ce qui demande, de ce que demande ce résultat qu'on ne voit que quand on est spectateur et on voit un spectacle, on achète ses places et on se dit ah, c'est bien ou c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est beaucoup de travail en amont. Ce travail se prépare environ 2 ans, 18 mois à 2 ans en amont. Hein. Ensuite, et puis bon, dans ce pôle, il y a bien sûr la comptabilité, enfin tout ce qui est en rapport avec la gestion, l'administration, les finances. Il y a le pôle du développement des publics et de la communication que là-dessus Anne-Marie pourra mieux en parler que moi, donc qui concerne vraiment tout ce qui est en relation avec l'extérieur et qui permet de faire venir, pour être très, très général, hein, faire venir le public, si on veut définir ça en 3 mots. Donc dedans, c'est les relations avec les publics, évidemment, qui concernent tout le travail avec les spectateurs, mais les non-spectateurs, c'est-à-dire les habitants qui sont autour du théâtre, mais en cercle concentrique qu'on peut élargir très largement. Donc les publics. Et puis, je parle aussi de la communication, puisque ça, ce sont vraiment les outils qui permettent de parler de tout ce qu'on fait. Et sur des modes de plus en plus variés, puisqu'il y a quelques années, on ne parlait que d'un programme de théâtre sur papier et des affiches, en gros. Hein, et aujourd'hui, évidemment, on passe par d'autres médias extrêmement diversifiés. Et puis,
Et puis, bien sûr, dans ce pôle, dans ce grand pôle, si on peut parler d'un grand pôle, il y a l'accueil du public, puisque une fois qu'on a travaillé auprès des publics pour les sensibiliser à tout ce qu'on fait, que ce soit d'une façon par des moyens humains, si on va dire, en allant les voir, en parlant, en les rencontrant, en imaginant toutes sortes de formes pour leur donner envie de venir et de s'intéresser à notre projet, et aussi par des moyens plus de communication, eh bien, il s'agit d'accueillir le public et de bien l'accueillir. Et donc l'équipe d'accueil est extrêmement importante pour que quand on franchit le seuil et la porte du théâtre, on s'y sente bien et bien accueilli et qu'on ait envie de revenir, en gros. Et puis le dernier pôle, c'est pas le dernier d'ailleurs, c'est le troisième grand pôle, c'est le pôle de la direction technique, donc pour la mise en œuvre de toutes nos activités, évidemment en priorité les spectacles, mais pas que, c'est aussi comment faire en sorte que le théâtre des Amandiers, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les travaux, on ne s'occupe pas des travaux, mais on est dans le théâtre éphémère qui est juste à côté, comment ce lieu est en bon état, fonctionne, est en capacité de répondre aux besoins des spectacles, et pas que des spectacles, et comment on suit aussi les travaux, même si on ne les mène pas en direct, pour faire en sorte que quand le théâtre va rouvrir à la rentrée 2025, ce soit un bel outil, et un bon outil qui fonctionne bien et qui réponde absolument à tous les besoins de ce qu'on peut attendre d'un centre dramatique national comme les Amandiers. Juste redire que le centre dramatique national donc des Amandiers est quand même un des 3 premiers, c'est ça? Non mais c'est ça. Non mais c'est un des grands centres dramatiques. Je me rends pas compte si vous êtes tous venus aux Amandiers déjà une fois ou pas du tout dans cette salle en fait. Donc non, hein, c'est ça. Donc pas forcément. Non. Donc venez nous voir quoi. Non mais je blague. Non mais c'est vrai que on parle d'un théâtre éphémère qui est installé vraiment juste à côté d'un théâtre dont on a commencé les travaux en 2021 quand Christophe est arrivé à la direction. On a déménagé ce théâtre emblématique, entre autres par Patrice Chéreau, et entre autres l'année dernière, il y avait le film, il y a 1 an et demi peut-être, le film des Amandiers qui est de Valéria Bruni-Tedeschi qui avait refait parler aussi de l'école de Chéreau. Et donc ce théâtre est en travaux, mais en très grands travaux, enfin pour au moins 4 ans. Et donc c'est là où, quand Christophe parlait d'outils incroyables de travail, de lieux de répétition, c'est vrai que c'est quand il réouvrira à la rentrée 2025 avec 3 salles, des salles de répétition, des résidences d'artistes et vraiment une librairie, un restaurant important. Donc c'est vrai que ça va être vraiment un lieu extrêmement important et novateur, je pense, pour les artistes. C'est un lieu très très important, donc vous avez la chance d'être avec des gens très très importants. J'ai pas dit ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pour finir cette partie, on aimerait revenir un peu à la dimension politique du théâtre. Christophe Roch, après la mort de Naël, vous avez déclaré au Monde « La mort d'un jeune homme, c'est la mort d'un monde ». Et comment la création artistique, elle peut s'emparer de ces défis que traversent les banlieues telles que Nanterre. Et face à ces challenges, quelle mission attribuez-vous au théâtre? Merci. Vous ne posez pas des questions simples. Hein. Ben oui, la mort d'un jeune homme, c'est la mort d'un monde. C'est normal. La mort d'un être humain, c'est la mort d'un monde. Voilà, on peut être qu'attristé de voir la bêtise quand la bêtise devient meurtrière, quoi. Alors, sur la question de la banlieue, puisque maintenant la banlieue, ça ne veut plus dire grand-chose, puisqu'il y a le Grand Paris. Donc, c'est l'endroit où viennent se poser, où s'articulent énormément de questions, de réponses. Le nombre de questions qui se posent là-dedans et le nombre de réponses qu'on donne, il y a presque plus de réponses que de questions, des fois.
Et ce que je sais, c'est que je ne sais pas si on répond, si je peux répondre, moi, à cette tragédie. Je sais que c'est important, enfin, il me semble, que c'est important que nous existions, que c'est important que ce théâtre, en l'occurrence, ce théâtre est juste en dessous de ce quartier où habitait ce jeune homme. Et c'est important qu'il soit là. Je pense que vraiment, je ne sais pas si les choses sont... C'est ce que je racontais tout à l'heure sur la question de l'opéra. Quelquefois, on pense que il faut être efficace, et en étant efficace, au fond, on est quelquefois beaucoup moins que lorsque tout d'un coup, on n'est plus... on va chercher ailleurs des questions qui sont plus grandes que nous, en tout cas parce que qui vont permettre en sorte de nous rassembler autour d'une problématique et qui vont peut-être nous mettre ensemble, nous permettre de réfléchir ensemble à ces questions-là. Je veux dire par là que je ne suis pas sûr, je sais une chose, c'est que l'actualité, elle n'a pas de sens au théâtre. Et que l'actualité, c'est une partie... C'est un espace-temps qui vieillit très très vite. Donc, il faut qu'on soit présent. Il a fallu qu'on le soit, et on l'a été à notre manière lors de cette tragédie. Alors en même temps, il faut aussi... Enfin, moi, je fais toujours très très attention à la dimension obscène de la question de la représentation. Et donc, il faut être présent sans trop en faire, quoi. Il y en a qui en font beaucoup, quelquefois. Et on voit bien que ça ne fait qu'apporter de l'huile sur le feu. Moi, je serais plutôt... Je trouve que... Enfin, l'événement, il est relié aussi à des causes, hein, et c'est les causes qui créent l'événement, vous voyez, et que c'est ces causes-là que nous devons interroger, et que la question de la tragédie de ce jeune homme, elle est reliée à une problématique qui existe depuis longtemps. Avec une espèce de mauvaise chanson qu'on entend qui nous fait croire que ces problèmes n'existent pas, alors qu'en fait, on voit bien que ça ne fait que se détériorer. Alors, je ne sais pas si, par exemple, si Richard II a du sens ou donne du sens à ça. Ce que je sais, c'est que ça en donne de par le simple fait que ça existe. Que tout d'un coup, dans ce projet du Centre dramatique des Amandiers, il n'y a pas que moi comme metteur en scène, mais il y en a d'autres. Et qu'il y a des spectacles qui tout d'un coup vont nous interroger à des endroits différents et qui peuvent rencontrer ces thématiques-là. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas décider en tant que créateur, en tout cas moi je n'y arrive pas, tout d'un coup de prendre un événement comme celui-là et d'en faire quelque chose, de le mettre sur scène ou de l'interroger sur scène. Un, parce que c'est trop chaud, et deux, c'est parce que en fait la question de l'actualité, elle ne nous permet pas d'avoir assez de recul pour pouvoir le penser, et que en fait, on est très vite dans la relation affective avec l'événement. On le voit bien avec les politiques, on le voit bien avec ceux qui ne sont pas des politiques, mais qui sont les nouveaux journalistes, non pas les influenceurs, comment on les appelle, hein ?
Les chroniqueurs. Voilà. En fait, je trouve que ce n'est pas notre place. Et ce n'est pas leur place non plus. Ça, c'est le marketing qui crée ça. Donc, il faut que nous, on fasse attention aussi à ça. On n'est pas là pour... et je me souviens que quand Le Monde m'a appelé, je me disais, il faut faire attention pour ne pas... il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui quand même. Parce que les choses sont brûlantes et parce que très vite, ça peut faire mal très vite. Voilà. Et on voit bien que la pensée, en fait, la pensée politique de ce que c'est que la vie en société et de ce que c'est aussi que l'urbanisme d'une ville, quand même, parce que si on parle de quartier, ce quartier, il n'est pas immense non plus, mais sauf qu'il y a une densité de population qui est énorme de par le fait qu'il y ait des tours. Et donc, penser la société sans penser l'architecture, c'est poser un mauvais diagnostic et donc forcément un mauvais problème. Donc, c'est forcément ne pas trouver de réponse. Penser la question de l'enseignement et de l'enseignement supérieur sans penser à cette densité et à ces quartiers, c'est aussi se poser un mauvais diagnostic et donc du coup essayer de résoudre un faux problème. Donc tout ça, ça arrive, tout ça, ça vient ensemble. Je ne sais pas, à un moment, si... je crois que c'était son prof de rugby à un moment qui parlait à ce jeune garçon. Et ça faisait du bien d'entendre que ce garçon n'était pas simplement un voleur et que sa mère n'était pas forcément une hystérique. Peut-être que c'était un voleur et peut-être que c'était une hystérique. Mais en tout cas, ça faisait du bien d'entendre autre chose que ça. Et que, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des vérités successives et en fonction de ce que nous sommes prêts à recevoir comme vérité, vous voyez ? Donc, moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, et c'est ça que j'aime avec le théâtre, et c'est ça que j'aime avec les programmations, ou la programmation, c'est qu'on essaie d'ouvrir sur quelque chose de plus large pour pouvoir essayer d'être ensemble, de s'interroger ensemble sur des questions de pouvoir, sur des questions politiques, de politique publique, de politique de la ville, ou de politique plus large comme celle que Shakespeare propose. Et je ne sais pas si le théâtre, il est là. En tout cas, je sais que le théâtre n'est pas là pour répondre à la question dans l'immédiat. Mais par contre, je sais que de par les relations avec le public, de par le travail que l'on fait sur le territoire, tout d'un coup, il y a des liens qui se tissent, il y a des endroits que l'on travaille et qui aident. Et il y a forcément, à un moment donné, une attention qui est portée par ce lieu et par les gens qui habitent ce lieu, en l'occurrence l'équipe, et qui aussi propose une certaine consolation aussi à ce genre d'événement. Parce que au-delà de l'événement, au-delà de la famille, il y a la ville qui a été traumatisée. Et évidemment, là-dedans vient s'agglomérer beaucoup de choses, mais la ville, à un moment, cette ville n'avait pas la même vibration. Alors, au-delà des émeutes même, on sentait vraiment une ville, comme un être, traumatisé. Une ville, une ville meurtrie. C'est pour ça que je disais que c'est un monde aussi qui meurt, parce que en mourant, il a affecté le corps social. Sur le thème toujours du social, du spatial et de la politique, nous allons passer à notre troisième et dernier thème, intitulé « Le théâtre dans la ville, l'inscription dans le territoire et la question des publics ». Donc notre question est la suivante. Diriger un théâtre, c'est aussi penser la question des publics. Le théâtre Nanterre-Amandier organise des spectacles en balade qui permettent d'amener la pratique théâtrale dans des lieux où l'accès à l'art est difficile, tels que les prisons ou les hôpitaux. En ce qui concerne les publics, y a-t-il un public cible au théâtre Nanterre-Amandier ?
Et une autre question, en termes de diversification, sur le sujet de la diversification des publics, à quels enjeux faites-vous face aux amandiers? Merci. Vous avez juste devant vous François, qui est entre autres à la tête de l'équipe dite de relations avec le public et de projets à destination du public au sens large. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment au niveau de la... En fait, je suis vraiment évidemment sur l'artistique, enfin, c'est-à-dire évidemment des rencontres avec les artistes, des créations qui sont les cœurs des réacteurs des maisons, c'est-à-dire c'est toutes les équipes qui se mettent vraiment au service d'une création et qui nous animent, en fait. C'est vrai que c'est absolument fondamental. Mais le public, c'est vraiment c'est vraiment la question première qu'on a, je pense, une grosse partie de l'équipe et tous, à savoir dans la salle, le rêve, et on l'a de temps en temps, c'est le mélange, un peu une micro-société, c'est-à-dire des jeunes qui viennent pour la première fois au théâtre, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent pour la première fois. On était par exemple hier avec un spectacle en balade qui était justement notre jeune troupe, la belle troupe des Amandiers. C'est 12 jeunes comédiens en formation depuis 3 ans. Ça va être la 3e saison. Et c'est un spectacle qui présentait à l'heure du déjeuner à des salariés d'une entreprise à moins de 10 minutes à pied du théâtre. Et vraiment, il y avait une 50aine de personnes qui étaient là, mais un peu parce qu'on leur avait dit... Là, il y aura un spectacle des Amandiers. Et c'était vraiment un théâtre de tréteaux. C'était le pari d'un metteur en scène qui a mis 13 heures en scène 13 heures de spectacle, qui s'appelle le Nid de Cendre. Et en fait, Christophe lui a passé commande, quand il a créé et qu'on présentait ce spectacle, de résumer avec ses 12 jeunes comédiens en 1 heure ce qu'est ce spectacle. Et avec un théâtre, avec les costumes qu'on avait dans ce théâtre, et un plateau de théâtre, un plateau de bois, quoi. Vraiment, donc quelque chose d'assez simple. Et en fait, vraiment, on avait autour, enfin vraiment juste à côté de nous, au bout de 7 heures, des gens qui disaient, mais en fait, je suis jamais allé au théâtre, et qui étaient enthousiastes. Donc voilà, donc c'est aussi une autre, on pense c'est une ville de à peu près 100 000 habitants, et il y a 100 000 salariés qui viennent travailler à Nanterre. Je ne parle même pas de la Défense. Tiens, vous imaginez, alors c'est une ville assez étendue, donc ça peut être assez loin pour quand on bosse, mais quand même, c'est-à-dire que c'est formidable de se dire que par ce spectacle en balade, et par la qualité, et cette jeunesse sur le plateau, et comment les gens sont partis dans un temps, mais ils se disaient, oh là là, on revient dans une réalité, on va retrouver notre ordinateur. Ils étaient un peu bien bousculés, mais au bon sens du terme. Et donc voilà, donc c'est une partie du public. Et vraiment, pour revenir à une salle, c'est vraiment l'idée, oui, qu'il y ait des groupes scolaires. Donc tout le travail, il est évidemment de maillage quand on parle du travail de relation avec le public, et quand on n'est pas un théâtre, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est tout ce travail, évidemment avec les écoles élémentaires, par exemple, sur des textes de lecture à haute voix. Donc c'est des textes de théâtre pour petits, pour enfants, dont on va présenter un spectacle. Ils vont rencontrer l'équipe artistique et l'auteur dans leur classe, et ils vont être sur le grand plateau du théâtre au bout de 3 mois de travail avec des comédiens qui travaillent en collectif. Là aussi, il n'y a pas celui qui lit bien et celui... C'est juste, ça s'appelle « Écoute-moi lire », et c'est l'idée de dire, on partage un plaisir de lire. Quand il y a des gamins c'est un peu déjà difficile, même en école élémentaire. Et ensuite, il y a évidemment les collégiens, les lycéens. On a un travail vraiment main dans la main avec l'éducation nationale, avec les associations. Évidemment, les relais associatifs sont fondamentaux, avec des lieux comme l'hôpital qui s'appelle Le Cache, qui est à Nanterre, qui est un grand hôpital qui accueille vraiment aussi énormément de publics très très différents. Et là, par exemple, c'est la compagnie de Pomera et les comédiens de Pomera qui travaillent depuis des années sur des ateliers de jeu avec un petit groupe de personnes qui sont dans cet hôpital, qui sont accueillies dans cet hôpital. On a été à la maison d'arrêt et on continue à travailler avec Sonia Chiambretto, qui est une autrice, parce que c'est vrai que c'est vraiment le choix de Christophe aussi de dire, vraiment, il y a ce travail évidemment d'équipe du théâtre, mais il y a ce travail d'artistes. Enfin, ce sont les artistes qui ont
nous font part de projets, et en général, ils nous dépassent largement aussi sur leurs idées, sur leur envie. Et donc voilà, donc c'est tout ce travail qui fait qu'à un moment, dans une salle, on se dit waouh, ok, il y a les gamins qui vont arriver, il y a des gens qui vont, je sais pas, qui vont venir depuis toujours et qui seront hyper spécialistes de Racine, beaucoup plus que moi, et voilà, et des étudiants et des gens fidèles et des Nantériens. Enfin voilà, c'est vraiment le rêve un peu de ce qu'on peut imaginer pour Nanterre. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, ce qui est... Et ça, c'est vrai que c'est... je pense qu'on l'a ou on l'a pas, mais je pense que c'est... Enfin, je crois que dans les équipes, on a envie de ça. Et pour les artistes qui sont sur le plateau, et ce travail, on sait combien complexe et difficile. Et quand Christophe dit « j'ai l'impression on m'a coupé un bras à chaque création », je trouve que ça, voilà, on se dit qu'on a besoin d'imaginer. Et puis se dire, oui, que c'est important dans une ville comme Nanterre, dans ce quartier politique de la ville, etc., que justement, il y ait un très grand théâtre, mais un théâtre dont voilà, il y a une reconnaissance qui va bien au-delà de Nanterre, hein, évidemment sur Paris, mais évidemment au niveau national et international aussi. Donc c'est aussi formidable pour ça, et avec toujours une exigence artistique pour que tous ces publics voilà, puissent... on parlait de l'opéra, voilà, Saint-Denis, ou là... Ben en fait, non, en fait, c'est nous qui avons des a priori aussi, parfois. Voilà. Et puis la diversité, évidemment, aussi d'origine, d'âge, de connaissances ou pas de ce qu'est le théâtre. Mais... Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. C'était un petit peu ça. J'ai dû oublier plein de choses, mais voilà. On parlait, je rebondissais sur ce que disait Anne-Marie sur la question des entreprises, parce que quand on pense public éloigné, on pense toujours la cité ou les endroits, enfin les quartiers de politique de la ville, alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les publics éloignés, ça peut être ça, mais c'est aussi beaucoup les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, il y a hein, les salariés des entreprises viennent peu au théâtre. Donc c'est pas simplement si c'était juste les quartiers populaires comme on dit ou les quartiers politiques de la ville, ce serait tellement plus simple, quoi. Ça devient tout est un petit peu plus complexe. Et le territoire de Nanterre est intéressant pour ça, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, comme il y a aussi des quartiers de politique de la ville. C'est pour ça que c'est intéressant, cette ville, puisqu'elle elle mélange... Il y a un centre-ville dont ça se gentrifie, c'est assez... Voilà, il y a les petites maisons, etc. Donc on sent qu'il y a vraiment une espèce de ville qui est sans arrêt en mouvement, et c'est assez passionnant, je trouve, de travailler et de se poser des questions et de se dire, on essaie de créer ce lien, parce que c'est quand même aussi ça. Et d'ouverture, par exemple, le théâtre, en fait, il est ouvert de midi jusqu'à la fin s'il y a spectacle, jusqu'à la fermeture du théâtre, après spectacle, à tout le monde. En fait, si vous aviez envie, vous pouvez venir faire travailler et pique-niquer chez nous, etc. Et ça commence à prendre. Il y a parfois les associations, elles font leurs réunions dans le théâtre en journée. Et c'est vraiment aussi l'idée que ce soit habité par... c'est un théâtre public, et on a envie que ce soit aussi ça. Vous êtes mis d'accord? Ça y est. Question par rapport à la localisation géographique éloignée du cœur de la ville de Paris du théâtre. Du coup, ça nécessite une grande force d'attraction. Et vous avez notamment mis en place le projet L'Autre Scène, avec des bords de plateau, des repas avec l'équipe artistique. Et on voulait vous demander comment tisser des liens avec le public en dehors des spectacles. Non, on va vous dire la même chose. C'est toutes ces actions, en fait. C'est tout ça. C'est tout ce qu'on fait. C'est à la fois les spectacles, c'est les spectacles en balade, c'est effectivement les bords de plateau, c'est tout le travail qui est fait par les relations avec le public,
avec les associations, c'est le fait qu'il y ait un hall d'accueil qui soit accueillant et qu'on ait envie d'y rester. Et c'est toutes les actions qu'on mène. Ça s'appelle l'autre scène parce que je voulais vraiment qu'on valorise aussi tout le travail qui est fait à la fois par l'équipe et en même temps par les artistes qui font vivre aussi cette autre scène. Voilà. Et l'autre scène, c'est aussi c'est-à-dire qu'on aime en penser que peut-être que on fait par exemple des soirées électro après les spectacles et très clairement se dire que peut-être quelqu'un va venir plutôt par l'attractivité de la deuxième partie de soirée, mais que tout d'un coup va découvrir que c'est un théâtre en fait, et que peut-être ça lui donnera l'idée de se dire tiens, j'ai dansé avec un comédien, et que en fait c'est aussi accessible que ça. Voilà, c'est faire tomber aussi des freins, que le théâtre c'est forcément je sais pas, le bar c'est fondamental, enfin c'est tout bête, mais c'est aussi l'idée de rencontrer sa voisine, se dire un vieux copain qu'on n'avait pas revu, et de se retrouver au bar après le spectacle, avant, et de passer un moment aussi qui poursuit l'expérience du théâtre. Et par exemple, là, on va avoir Voyage dans l'Est, début mars, c'est le texte de Christine Angot. Et donc, c'est Stanislas Sordet qui était le directeur, il y a quelques mois, du Théâtre National de Strasbourg, qui en a fait vraiment une mise en scène remarquable. J'ai eu la chance de le voir. Et en fait, Christine Angot, on a énormément dialogué avec elle. Et entre autres, il se trouve, hasard ou pas, où on a envie de se dire aussi que c'est bien comme hasard, mais elle sort un documentaire qui est en fait comme un triptyque. En fait, elle a écrit ce livre, Voyage dans l'Est. Ce metteur en scène a décidé d'en faire une mise en scène. Et en fait, elle sort la projection quelques semaines après le spectacle. Et on va en faire une avant-première avec le cinéma de Nanterre, mais chez nous, dans une salle de théâtre. Et qu'en fait, évidemment, elle sera présente. Et c'est vrai que ça vient en plus du spectacle, et ça nourrit aussi, comme les rencontres. Sarah Strisberg, par exemple, on l'a invitée à venir voir le spectacle, mais aussi être là avec sa traductrice, avec l'éditrice. Et tout d'un coup, c'était passionnant sur comment le suédois n'est pas le français, et comment pourtant on arrive à présenter un spectacle en français d'un texte suédois, et la traductrice, c'était formidable sur voilà, comment on peut partager et ça, c'est vrai que c'est voilà, on a plein d'idées. Arte a fait énormément d'avant-premières aussi, enfin, et puis ça n'est amené qu'à se développer, que ce soit l'art plastique qui pourrait, des installations plastiques qui pourraient voilà, tout d'un coup être dans un des espaces de ce grand futur théâtre, puisque l'idée est que des gens puissent venir voir un spectacle en grande salle, et puis à la fois découvrir une installation plastique juste avant, et de se dire je dîne après avec les copains qui n'aiment pas trop le théâtre, mais parce qu'on a super réussi le fait que le restaurateur soit génial, et qu'on ait envie de passer vraiment du temps dans ce théâtre. Voilà, c'est un peu le pari la partie développement de ce théâtre. En fait, moi, je viens des années... je suis un enfant des années Lang, et je vois que c'est complètement différent. J'avais pratiquement votre âge, quoi. Aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, enfin, je ne veux pas faire le vieux con, hein, mais ce qui est difficile, par exemple, il faut savoir que le théâtre privé, c'est le théâtre des acteurs. Donc c'est assez simple. On vu à la télé. Bon, maintenant, il y a le stand-up. Donc, bon, on arrive à attraper ça. C'est plus simple. Le théâtre public, c'est le théâtre des metteurs en scène. C'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est vachement plus intéressant. Ceci étant, c'est tellement plus risqué. Parce qu'on peut aller voir un spectacle, et moi, je suis le premier à vous le dire, quand c'est 1 heure d'un mauvais spectacle, c'est la terreur. Quand c'est 4 heures, c'est carrément le film d'horreur, quoi. Donc, on a plus de chances de détester le théâtre que de l'aimer. On est bien d'accord, non ? Du coup, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que
cette idée comme ça, puissante, de pouvoir mettre en avant une politique culturelle, mais surtout une politique artistique, en fait, ça donnait un dynamisme et un élan pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, l'intelligence et la curiosité, c'est comme une bonne grippe, quoi. Vous me direz, la bêtise et la maladie aussi. Donc, essayons d'être plus intelligents. Mais toujours est-il qu'il y avait quelque chose qui était très vibrant là-dessus. Et donc, il y avait quelque chose de sexy à aller au théâtre. Il y avait la fête de la musique, il y avait tout ça qui se créait, il y avait des écoles d'art qui arrivaient. Aujourd'hui, vous voyez, avec Rachida Dati, on entend parler de quoi? De culture populaire. On a l'impression de revenir à Malraux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vachement dur, hein, de se dire qu'on est porté par des gens qui nous disent la culture populaire, nous, on est pour le public. Hein. Alors que nous, on fait que travailler là-dessus. Donc, puisqu'on parle de public, c'est ça aujourd'hui qui est difficile. C'est en fait de trouver, de rendre sexy le service public. Parce que c'est pas sexy l'hôpital, on est d'accord. Mais parce qu'on en parle, on ne parle de l'hôpital que par ses problèmes. Alors qu'en fait, l'hôpital public, c'est génial. D'accord? Eh bien, nous, on est un peu pareil, quoi. Nous, on devient plus sexy, quoi. Parce que déjà, on a plein de problèmes. Et puis même maintenant, le pire, c'est qu'on ne parle même plus de nous. On parle de public, de culture populaire. Le mot culture revient tout le temps. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Le mot art, la dimension artistique de la politique publique de la culture, on en entend peu parler aujourd'hui, non? Enfin, je ne sais pas. Vous êtes muet ou quoi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? S'il n'y a pas de créateur, il ne peut pas y avoir de politique publique, de politique de la politique publique de la culture et des arts. Donc, c'est là où ça devient très compliqué. Donc, on a beau essayer de nous faire croire qu'il faut qu'on aille à nouveau ou encore dans les quartiers ou à nouveau ou encore dans la ruralité, alors qu'on le fait tous et on le fait tous depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un manque de dynamisme qui est... Parce qu'en fait, il n'y a pas de politique publique de la culture qui est portée par un ou des gouvernements. Je ne parle même pas de celui-là, hein. Je parle de même celui d'avant, et même celui d'avant, et même celui d'avant, et même celui d'avant. Vous voyez? Donc, c'est ça aujourd'hui, la grande problématique. C'est que... Et moi, je trouve que c'est compliqué pour nous, mais c'est aussi grave pour vous. Parce que, en fait, je ne sais pas... Je lisais un truc vachement intéressant. À chaque fois, je me pose la question, ou on me pose la question, à quoi ça sert les artistes? L'autre fois, je lisais un livre de Jon Kalman Stephenson. Comment tu te rappelles le dernier? Vous connaissez cet auteur? Le dernier auteur suédois, norvégien, pardon, voilà. Islandais. Islandais. Ah, je vais y arriver. Pas le dernier qui vient de sortir, celui juste d'avant que vous trouvez en folio. Il y a un personnage qui est formidable, hein, qui est une paysanne, hein, et elle fait tout un article sur les lombrics. Vous connaissez les lombrics? Vous allez apprendre des choses, je suis sûr. Et en fait, moi je ne savais pas, la terre c'est un meuble. Et c'est tout ce qu'on a en ce moment là avec les pesticides. Il suffit de mettre... quand on met un lombric... dans une terre, au bout d'un moment, il y a plein de lombrics. Et en fait,
c'est les lombrics qui créent la richesse de la terre. Tout simplement parce que le lombric crée de l'oxygène. Voilà. Et je me disais, en fait, si on est important, c'est juste pour ça. On est des lombrics, en fait. On crée de l'oxygène. On ne fait pas plus que ça. On n'est pas des plantes. On n'est pas les fleurs. On est juste ceux qui créent de l'oxygène pour qu'il y ait des plantes et des fleurs qui puissent surgir. Et donc, si on nous enlève, si on nous efface, ou si on nous enlève la terre avec laquelle on peut créer de l'oxygène, en fait, il n'y aura pas de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes autant concernés que nous, quoi. Le titre était « Ton absence n'est que ténèbres », voilà. Stephenson. Je vous invite à le lire. John Calman Stephenson. Le titre n'est pas vendeur, mais c'est vachement bien. On est un peu pressé par le temps, donc on va déjà conclure avec le mot de la fin. Mais si vous avez quelques questions et que l'équipe de direction, du coup, a le temps d'y répondre ensuite, ce serait avec plaisir. Donc cette masterclass, riche et passionnante, touche à sa fin. En conclusion de cette exploration des différentes facettes du théâtre et de ses possibles, nous avons eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Christophe Roch, directeur du Théâtre des Amandiers et metteur en scène émérite, ainsi que son équipe de direction, Nathalie Pousset et Anne-Marie Peignet. À travers cette conférence, nous avons plongé au cœur de votre travail artistique et de votre temporalité, découvrant votre approche unique de la mise en scène et votre esthétique singulière. Nous avons également exploré vos visions du théâtre en tant qu'art collectif, révélant votre attachement à la formation ainsi que votre philosophie de travail au sein de la direction A3. Votre conception du théâtre en tant que lieu d'expression politique et sociale nous a ouvert les yeux sur le potentiel de cette forme d'art à transformer notre société. Enfin, nous avons plongé dans le rôle du théâtre dans la ville, examinant comment vous inscrivez votre institution dans le territoire, cherchant à diversifier les publics et fondant votre programmation sur l'invitation de diverses voies artistiques. Le chantier que vous avez lancé met en avant la richesse des échanges entre la scène et la vie quotidienne. Ainsi, en évoquant le travail artistique, la vision collective et l'ancrage urbain du théâtre, nous avons été témoins d'une exploration exhaustive des possibles qu'offre cet art vivant évolutif. Christophe Roch, vous avez pris la direction des Amandiers alors même que ce dernier se réfugiait dans les ateliers de création de décors. Aujourd'hui encore, le théâtre est en grands travaux et pourtant il rayonne plus que jamais. Dans le même esprit que Pierre Debauche qui, il y a maintenant 59 ans, faisait naître les Amandiers sous un chapiteau dans un terrain vague de la côte des Amandiers, vous portez le théâtre dans ses infinies possibilités, quelles qu'en soient les barrières ou les échafaudages qui peuvent se dresser. Vous nous avez confié au début de cette masterclass avoir su vouloir être metteur en scène à l'issue d'une répétition dirigée par Giorgio Strehler, vous ayant particulièrement ému. Résonnent alors d'autant plus pour conclure ce bel échange les mots de Giorgio Strehler lui-même, qui nous semblent particulièrement résonner avec votre parcours, avec votre projet pour la direction des Amandiers, mais également avec le projet du théâtre lui-même depuis ses tout débuts. Mon métier consiste à raconter des histoires aux autres. Il faut que je les raconte, je ne peux pas ne pas les raconter. Je les raconte sur une scène de bois où il y a d'autres êtres humains, au milieu d'objets et de lumière. S'il n'y avait pas de scène en bois, je les raconterais par terre, sur une place, dans une rue, dans un coin de rue, sur un balcon, derrière une fenêtre. S'il n'y avait pas d'être humain auprès de moi, je les raconterais avec des morceaux de bois, des bouts d'étoffe, du papier découpé, du fer blanc, avec ce que le monde peut m'offrir. S'il n'y avait rien, je les raconterais en parlant à haute voix. Si je n'avais pas de voix, je parlerais avec mes mains, avec mes doigts. Privé de mains et de doigts, je les raconterais avec le reste de mon corps. Je raconterais muet, je raconterais immobile, je raconterais en tirant des ficelles sur un écran devant une rampe. Je raconterais de toutes les façons possibles, car l'important pour moi est de raconter des choses aux autres, à ceux qui écoutent. Alors, au nom de tous les étudiants de la spécialité culture, nous vous remercions tous les trois chaleureusement de votre participation à cette conférence sur le théâtre et ses possibles. Et du coup, si vous avez le temps de prendre quelques questions de la salle, c'est super. S'il y a des questions.
le temps que la question arrive, vous avez parlé de Pierre Debauche, et en fait, j'ai retrouvé juste un livre qu'une chercheuse a écrit d'ailleurs, et en fait, elle met ça en 4e de couverture. L'amandier a la particularité d'être un arbre qui fleurit à la fin de l'hiver, défiant les gelées matinales qui pourtant surgissent à cette période. Une idée poétique qu'ont eue Pierre Debauche et ses équipes en 1965. Donner le nom de cet arbre fruitier au théâtre qu'il créait. Autant que le théâtre, l'arbre a besoin de lumière, de soleil et d'ombre, d'attention particulière. On dit de l'amandier qu'il est en son pouvoir d'enrichir les terres pauvres, caillouteuses et sèches. Quelle intéressante métaphore que celle-ci, dès lors qu'on la transpose à ce théâtre, né à Nanterre, sur une terre modeste, à l'orée de la capitale. Il faudrait savoir inventer partout des espaces fertiles, de la même évidence que l'arbre offre ses amandes, le théâtre fait germer des créations sensibles, sensuelles, dérangeantes, certaines fois bouleversantes. Sur la brandille, l'amande verte porte déjà un monde en soi. Sur la scène, la pièce naît, se compose, se défait, laisse elle aussi éclore ses univers. Voilà que tout surgit en partant à chaque fois de presque rien. Voilà. Ok, j'imagine que vous avez été exhaustif puisqu'il n'y a pas de questions. Du coup, merci beaucoup. Merci.